Bonjour à tous, on va commencer. Je vous remercie de vous être déplacés pour ce petit déjeuner. Bienvenue à ce petit déjeuner sur passer de la pensée projet à la pensée produit. On va regarder un petit peu plus en détail ce qui se cache derrière tout ça. Euh, donc, dans une. Attendez, c'est la première blague. Voilà. Très rapidement, on sera trois à parler, deux dans un premier temps. Euh, Alexandre Siguier, consultant chez Octo, et moi-même, Hervé Lourdin, en charge de la practice Ligne et Agile chez Octo. Et surtout, en fait, dans une seconde partie, on pourra bénéficier d'un retour d'expérience de Loïc Charpentier, qui se présentera tout à l'heure plus en détail, sur justement une mise en application des principes qu'on va vous présenter maintenant chez TF1 Publicité. Donc des vrais morceaux de la vraie vie, des vrais morceaux de retour d'expérience. Euh, pour commencer, je vous propose de revenir sur une statistique que je trouve fort malheureuse et qui a très peu évolué depuis des années. Il y a des chances que vous ayez eu l'occasion de participer à des présentations sur les méthodologies agiles il y a quelques années qui vantaient à peu près les mêmes chiffres. En tout cas, c'était le même rapport sur le taux d'usage des fonctionnalités dans un logiciel. Ça ne disait pas tout à fait la même chose. C'était un petit peu plus gros de mémoire. Mais dernièrement, le Standish Group a reproduit ce manifeste, ce Chaos Manifesto en 2013, et il dit la chose suivante. Finalement, 50% des fonctionnalités d'un logiciel sont rarement, voire jamais utilisées. C'est dommage. Alors pourtant, on avait essayé de travailler sur ces problèmes-là, notamment grâce aux méthodologies agiles. On avait dit, si on travaille par itération, donc successivement sur des cas d'utilisation, des user stories, en se focalisant sur ce que fait l'utilisateur, on devrait finalement mieux lui répondre. On devrait sécuriser cet exercice de delivery puisqu'on va faire des itérations puis des incréments. Donc régulièrement, on va pouvoir proposer une nouvelle version de ce logiciel et on va le livrer incrémentalement. On va délivrer de la valeur. Ça, c'était finalement le mode opératoire de l'agile qui avait pour promesse ces quatre grands points-là, qui étaient de dire, alors si l'agile, c'est le trait en rouge, et les développements dits traditionnels, ou encore cycle en V, waterfall, je pense que vous avez une idée de quoi on parle. La promesse de l'agile tourne autour de ces quatre points-là, la visibilité. En travaillant par itération, on va favoriser plus de visibilité juste pour nos commanditaires, en fait, plutôt que de rentrer dans ce cycle en V qu'on voit, la grande courbe pardon, en haut à gauche. Euh, on aura une meilleure adaptabilité puisque finalement en livrant fréquemment on pourra accepter le changement au fil de l'eau, là où ça devient extrêmement compliqué dans un cycle en V, plus on se rapproche de la date de livraison et moins il sera facile de changer d'avis. On va commencer par ce qui apporte le plus de valeur métier en essayant de montrer les cas les plus importants à nos commanditaires dès le début et par itération régulière. Et puis enfin, surtout, on va adresser le risque d'une autre manière. On va essayer de prendre les choses compliquées dès le début pour éviter de les découvrir dans une douloureuse phase d'intégration et de recette. Tout ça, finalement, c'est vraiment bien. Ça nous a permis plutôt de sécuriser notre exercice de livraison, de réalisation du logiciel. C'est-à-dire qu'on livre mieux du logiciel depuis qu'on le fait en agile. Je pense qu'on n'a plus beaucoup de démonstrations à faire autour de ce sujet-là. En tout cas, la plupart des entreprises ont commencé à adopter ces pratiques, pas de manière forcément générale, mais l'ont expérimenté plusieurs fois et finalement tendent à les garder pour cette sécurisation du delivery. En revanche, ces méthodes-là ne nous prémunissent pas complètement de faire le bon produit. C'est-à-dire finalement, est-ce que le produit que je viens de réaliser, le produit logiciel, répond bien aux attentes que j'imaginais initialement? Ça, ce n'est pas forcément une méthodologie itérative incrémentale qui va y répondre à 100%. Ça aide, mais ça ne nous aide pas jusqu'au bout. Et en tout cas, ça va être le sujet de ce petit déjeuner, c'est de voir comment finalement on peut utiliser toute cette pensée du produit pour s'assurer qu'on n'est pas en train de faire la fausse bonne idée, le faux bon produit. Alors la bonne nouvelle, c'est que depuis quelques années, euh, il y a pas mal de littérature sur ces sujets et on va beaucoup s'en inspirer dans ce petit déjeuner. Et c'est de là dont sont issues une majorité des pratiques dont on va vous parler. Vous entendrez parler forcément de ce fameux bouquin Lean Startup dont tout le monde a un peu entendu. C'est devenu un outil marketing tellement puissant que je pense que vous n'avez pas réussi à l'éviter. En revanche, ce qui est un peu moins connu parfois, je vous conseille la lecture du livre des Four Steps to the Epiphany, qui est un peu le bouquin fondateur de tout ce qui se dit là et notamment de ce qu'a formalisé Eric Ries dans son livre Le Lean Startup. Business Model Generation, qui, vous allez le voir, a donné naissance à un des outils qu'on vous présentera tout à l'heure. Running Lean, encore un autre livre, qui décline de manière plus opérationnelle des outils pour appliquer cette pensée produit, notamment Lean Startup.
Donc voilà, la position qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de s'inspirer de ces pratiques issues du product management et plus particulièrement parfois du monde du B2C, mais de voir que dans quelle mesure elles peuvent s'appliquer au monde de l'entreprise et parfois pour des applications B2B ou business to employee. On n'est pas uniquement dans le contexte d'un B2C. Et c'est ce qu'on vous propose ce matin. C'est de regarder finalement notre travail sous un autre angle et moins celui du projet. Si on essaie d'aller plus en détail, qu'est-ce que c'est finalement un projet? Alors j'ai essayé de retrouver des définitions, il y en a plein, donc on en a fait un mix qui nous apparaissait à peu près pertinent. Un projet, c'est un ensemble d'activités et d'actions réalisées afin de construire un produit, le mot est lâché, sur un périmètre défini, dans un délai et un budget donné. Donc on retrouve ce fameux triptyque qui est de dire un projet, finalement, c'est attaché à 3 dimensions majeures, un budget, un délai et un périmètre. Si on essaie de mettre en vie ce que ça peut vouloir dire dans nos quotidiens. Finalement, le processus projet, c'est un problème qui a été identifié à un instant T et pour lequel quelqu'un, généralement proche du métier, qui a une bonne compréhension du métier, se dit, moi je pense qu'il faudrait avoir tel type d'outils, tel type de solution pour résoudre ce problème au quotidien, que je rencontre au quotidien ou que mes équipes ou que mes collaborateurs rencontrent au quotidien. Souvent, ça se concrétise dans un document qu'on appellera expression de besoin. Et à partir de ce moment-là, finalement, on va faire un très gros pari, puisque on va se dire, voilà, j'ai une idée, je suis sûr que cet ensemble de fonctionnalités, ce produit logiciel, si tout se passe bien, devrait me permettre d'adresser le problème que je rencontre ou que mes collaborateurs rencontrent. Alors pourquoi ce pari il est risqué? Il est risqué parce que finalement, une fois que cette expression elle a été faite, cette solution imaginée, elle est racontée à quelqu'un. Alors il se trouve que dans le temps, on a quand même compris que c'était important de créer des rôles qui permettent de transformer une idée métier sous un certain aspect logiciel. Donc on a vu apparaître de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'ouvrage en fonction du degré de détail qu'on accorde à ce corps de métier. Donc on s'est entouré des gens les plus pertinents pour faire ce genre de choses-là, de spécifier ce produit, de le concevoir en amont, et puis ensuite de l'envoyer dans des équipes de développement logiciel qui elles aussi essaient de se rapprocher le plus possible des équipes métiers et de réaliser ce produit. On terminera bien entendu par une grande phase de recette qui parfois pourra s'avérer épique. Mais on va faire ce gros pari finalement. Alors dans le temps, les méthodos, si vous renversez normalement le schéma, on voit le V apparaître. Mais dans le temps, on s'est aperçu que c'était assez risqué quand même, et on a commencé à le dérisquer au travers soit d'approches de lotissement, donc livrer finalement progressivement des incréments fonctionnels de notre logiciel pour voir si c'est bien ça, si on va dans la bonne direction, si on peut sécuriser la livraison de ce logiciel. Et puis progressivement, en fait, on a utilisé les méthodologies agiles, donc on a livré par itération pour, encore une fois, sécuriser ce risque à livrer un produit qui ne fonctionne pas ou qui va dériver. Donc finalement, une fois qu'on a fait ce grand pari de solutions imaginées, on va aller se confronter à l'exercice de recette pour valider que ce produit est conforme à ce qu'on avait demandé, ce qu'on avait spécifié dans cette expression de besoin. Alors c'est bien, souvent ça occasionne des échanges un peu difficiles avec nos collaborateurs parce que voilà, c'était non mais pourtant c'était simple ce que j'avais dit, c'est pas du tout ce que vous m'avez livré, je vous avais pas expliqué ça, je sais pas comment faut vous le dire, etc. Mais bon, au bout d'un moment, au bout de certaines interactions, on réussira à livrer un produit qui va correspondre peu ou prou à la solution qu'avaient imaginé nos commanditaires. Mais il y a une vraie question qui subsiste, c'est est-ce que finalement le produit que j'ai réalisé avec tous les corps de métier qu'on a mis en branle corrige bien ce problème qu'on a identifié. Et ça, on va le savoir, soit on ne le saura pas, en fait, ça arrive souvent, et soit on le saura un peu tard, une fois que c'est en production, et qu'on aura subi potentiellement la grogne des utilisateurs, ou qu'on sera interrogé sur finalement est-ce qu'on a bien répondu à la question. Mais globalement, on ne se la pose pas, voire trop tard. On attend très très longtemps et c'est là où il y a un problème. Et finalement, notre conviction, c'est que ça, c'est un des biais du mode projet, où finalement, on est en train de se focaliser pleinement sur cet exercice de ce gros pari, en fait. Et puis souvent, ça va générer des enjeux politiques, en fait. Le projet,
comme en fait on contractualise entre chaque corps de métier, à la fin d'un projet, c'est un petit peu ce moment bizarre où tout le monde se regarde dans les yeux en disant non mais en fait c'est ta faute, on est d'accord, t'as pas fait le bon produit logiciel. Non mais non, c'est toi, t'as pas vraiment bien compris ce que c'était que mon métier. Ah pire, en fait tu l'avais bien compris mais tu l'as mal spécifié. Et en fait, ben, devinez quoi, c'est jamais le produit qu'en sort vainqueur. C'est plutôt quelque chose d'assez désagréable où les corps de métier s'affrontent en se disant c'est sûr c'était de la faute de l'autre. Si on essaie un petit peu de changer la donne et de se projeter dans un autre mode de pensée, un mode de pensée qui va favoriser plutôt ce qu'on est en train de faire, le produit, plutôt que comment on est en train de le réaliser ou comment on va interagir avec nos pairs via ces gros contrats, euh, regardons en premier lieu ce que c'est finalement un produit. Si on essaie de le définir, donc on trouve cette définition-là que je trouve assez intéressante. Un produit, c'est un bien ou un service résultant d'une activité créative, donc ça c'est important, on n'est pas en train de faire quelque chose à la chaîne, quoi. C'est quelque chose qu'on crée, quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait avant, afin de satisfaire des besoins et de répondre aux usages d'un client. Euh, donc pour moi, les mots les plus importants là-dedans restent quand même client et usage. Donc quels usages vont servir les besoins de mon client. Alors on l'a pas dit tout à l'heure, mais ce dont on est en train de parler, euh, et ce sont des méthodes ou une façon de regarder nos projets et nos produits qu'on applique quand en fait on est dans une certaine zone d'incertitude. En fait, si aujourd'hui vous êtes en train de faire un projet que vous avez déjà fait 20 fois, que c'est la 21e fois que vous le faites, qu'a priori il n'y a pas beaucoup de doutes, vous connaissez parfaitement votre segment de marché, que tout le monde est très content, oubliez ce petit déjeuner, alors restez parce que ça peut être sympa quand même, mais globalement vous n'allez pas apprendre grand chose et vos méthodes classiques n'ont pas lieu d'être changées, quoi. En fait, si on veut essayer de changer la façon dont on travaille aujourd'hui, c'est pour lever cette grosse phase d'incertitude qui est liée au fait que c'est une activité créative, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. Il y a du doute. On n'est pas sûr à 100% que la bonne solution qu'on veut délivrer à notre utilisateur, c'est ce qu'on a en tête. Pour ça, on va beaucoup s'appuyer sur les pratiques du Lean Startup. On ne va pas se cacher derrière ça. Et à ce moment-là, généralement, tout le monde nous dit oui, mais en fait, le Lean Startup, c'est comme son nom l'indique pour les startups. Alors, en fait, je vais vous donner un secret. Vous êtes tous potentiellement une startup. C'est pas parce que vous n'êtes pas un acteur de 10 personnes dans le monde du web avec un truc ultra innovant que vous êtes une startup. Donc, vous êtes aussi une startup si vous êtes dans une entreprise, vous faites des logiciels pour les employés et les collaborateurs de l'entreprise. Euh, Pourquoi? Parce que si on prend la définition d'Eric Ries, donc la personne qui a formalisé cette pensée Lean Startup dans le livre du même nom, il dit voilà, une startup, c'est un groupe d'individus constitués pour créer un nouveau produit ou service dans des conditions d'incertitude élevées. Une fois qu'on se dit ça, a priori, on sent bien que tous autour de cette salle, si vous avez été confronté à de la réalisation de logiciels, qui soient super innovants ou à l'intérieur de l'entreprise innovants pour vos employés, vous n'êtes pas toujours sûr de votre coût. Et donc on est des startups quand on se confronte à un terrain inconnu. Et l'objectif en fait de ce petit déjeuner, c'est de se dire on va utiliser les méthodes de réalisation d'un produit, de développement produit itérative et incrémentale. Donc on va utiliser l'agile, mais surtout on va essayer de se focaliser sur ce qui se passe en amont, c'est-à-dire la découverte de ce que notre client, notre utilisateur veut ou ce dont il a besoin. Et l'objectif, ça va être d'unir ces deux cycles-là pour se dire ok, comment je fais pour m'assurer qu'au début j'ai une idée je fais un pari, mais je vais essayer de le faire pas trop gros sur ce que je pense être la solution au problème qu'on a identifié. Je vais l'injecter dans un cycle de développement itératif incrémental pour pouvoir rapidement avoir des retours d'informations. Et puis surtout, je vais aller le confronter au terrain, découvrir, apprendre et recommencer de fil en aiguille. Donc du coup, on est confronté un peu à une espèce de nouvelle façon de regarder nos projets. Alors on n'est pas en train de dire que c'est pas intéressant de regarder les délais, le budget ou le périmètre. Vous ne m'entendrez pas dire ça ici. Ce qu'on va dire, c'est par contre, on va essayer de se focaliser sur d'autres points en complément. On va chercher à apprendre plus vite, le fameux principe du je cherche l'erreur rapidement, fail fast. Donc je vais chercher à apprendre beaucoup et rapidement plutôt que regarder absolument les délais. Je vais surtout essayer de m'assurer que je suis en train de résoudre des vrais problèmes, comprendre en pointillé, je vais lutter contre la fausse bonne idée, plutôt que de m'obstiner à respecter un budget. En fait, si on trouve que le problème n'existe pas, le budget, on va bien le respecter. Et ça, c'est plus important finalement de savoir qu'on est en train de s'attaquer au vrai problème, à un problème existant pour nos utilisateurs, plutôt que de absolument dépenser le budget qu'on avait dit initialement sur ce projet, sur ce gros pari.
Et puis dernier point, on va se focaliser sur la découverte des meilleurs usages, finalement concevoir la meilleure solution la plus adaptée à nos utilisateurs, plutôt que de s'obstiner à respecter un budget initial sur ce gros pari. Donc on ne dit pas qu'on n'observe pas du tout ce qui se passe à droite, on dit juste qu'on va se focaliser un petit peu plus sur ce qui se passe à gauche. Et pour ça, on va voir qu'il y a un certain nombre de pratiques, notamment dans les différents ouvrages que je vous ai mentionnés, qui vont vous aider dans votre quotidien, sur vos projets, à aller vers ce genre d'approche-là. Et donc, on va regarder comment faire. Donc, Hervé l'a dit, l'enjeu, c'est de questionner la pertinence du produit qu'on envisage. Alors, on va se poser énormément de questions, et du coup, les gens vont discuter, ça va être un peu une bataille d'opinion, on risque de retomber sur le duel dont on parlait tout à l'heure. Et donc, pour lever ce risque-là de bataille d'opinion, on va mettre la mesure au cœur de toute notre démarche, de toutes nos décisions. Donc, on va arrêter de dire je pense que, mais on va dire je vais mesurer que. Donc, essayer d'objectiver toute décision, toute orientation part de la mesure. Alors, la citation, on la doit à un collègue qui aurait dû être là ce matin, mais il est en arrêt maladie, le pauvre. Mais on lui rend la paternité. Donc, on ne dit plus je pense que, mais je vais mesurer que. Et ça, c'est le leitmotiv, il faut le garder toujours en tête. Et tout ce qu'on va faire, ça sera vraiment orienté sur de la mesure. De la mesure. Et pourquoi énormément de mesures? Parce que, on l'a dit, on est face à des zones d'incertitude. L'enjeu, c'est d'apprendre de notre marché, d'apprendre de nos clients, enfin de nos utilisateurs. Et on a une boucle d'apprentissage dont la mesure est un des éléments structurants. Donc la boucle d'apprentissage, on la détaillera un peu plus loin sur comment on fait, c'est construire, mesurer, apprendre. Et de cet apprentissage, on fait une nouvelle construction et on reboucle. Donc là, tout l'enjeu, ça va être de faire cette boucle d'apprentissage et de la faire la plus rapide possible, de manière à apprendre le plus vite possible. Et plus on va apprendre vite, moins on dépensera inutilement. Et donc on évitera ces fameux 50% de fonctionnalités qui ne servent pas. Le vrai enjeu est là. Et donc pour tout ça, on peut vous proposer un ensemble d'outils qu'on va vous présenter là. Alors la liste des outils n'est pas exhaustive, il en existe d'autres. Ce qu'on va présenter là, c'est ceux qui ont été mis en œuvre chez TF1 Publicité, dont Loïc va nous présenter le résultat, le retour d'expérience tout à l'heure. Alors, on va commencer par formaliser des hypothèses. Pourquoi formaliser des hypothèses? Puisqu'on l'a vu, on est face à une zone d'incertitude, donc énormément de risques. Donc déjà, l'idée, c'est d'identifier tous les risques et des hypothèses qu'il faudra lever petit à petit avant de commencer une réalisation, et y compris en cours de réalisation. Alors, un risque, c'est quoi? C'est un état d'incertitude dans lequel certaines des possibilités indiquent une perte, catastrophe ou tout autre résultat indésirable. Donc, c'est une définition de H. Moria. Alors, donc ça, on a une définition des risques. Maintenant, c'est comment on identifie les risques par rapport à notre sujet, le produit ou la solution qu'on souhaite réaliser. Alors, c'est pratique, on en a parlé. Hervé l'a introduit tout à l'heure. Le Lean Canvas permet d'identifier l'ensemble des risques qu'on a autour de notre solution. Alors, on voit que là, on a 9 cases et que la solution, c'est qu'une des 9 cases. Donc, on a énormément de risques en amont, finalement, de notre solution, qui sont le problème que la solution va résoudre, le segment de clientèle, les canaux, la proposition de valeur, et ainsi de suite. Donc on a 3 types de risques là qui sont classés. On a des risques orientés produits. Est-ce que je fais finalement le bon produit? Les risques orientés clients. Est-ce que je le fais pour les bons clients? Et orientés marché, qui sont plus orientés sur la rentabilité et la pertinence économique de notre produit. Alors orienté marché, si on est sur un produit à destination d'utilisateurs internes à notre entreprise, ça peut se challenger un peu, néanmoins, il faut quand même le regarder. Alors ça peut se challenger notamment par rapport à des produits sur étagère. Hein. C'est le fameux produit sur étagère versus fabriqué nous-mêmes. Donc c'est intéressant. Alors ce qui est encore plus intéressant, c'est que H. Moria nous indique comment on remplit ce Lean Canvas, et c'est ordonné. Et alors là, on voit qu'on commence par lister le ou les problèmes que notre solution est censée résoudre. Ensuite, on identifie le segment de clientèle, puis la proposition de valeur, et enfin et seulement
la solution. Donc là, on voit qu'avant même de s'attaquer à la réalisation du produit, on a déjà un ensemble de risques à lever, c'est-à-dire d'hypothèses à confirmer ou invalider, qui sont est-ce que le problème qu'on a imaginé, il existe vraiment, et est-ce qu'il existe vraiment pour ce segment de clientèle. Alors, le Lean Canvas, comme ça, c'est un outil très pratique parce qu'il est simple à lire, quand on le lit comme ça, et il peut être alimenté de manière collaborative. Alors, soit vous avez une idée et vous pouvez le remplir pour savoir si déjà ça a du sens, soit vous pouvez travailler collaborativement dessus, par exemple en l'affichant en grand au mur, en travaillant avec des post-it à plusieurs, etc. Donc déjà, ça permet de se mobiliser, de partager là-dessus, sur le produit qu'on souhaite réaliser. Et en plus, une fois qu'on le lit, on est capable de pitcher rapidement notre produit. Et donc de présenter à des personnes externes le produit qu'on souhaite proposer. En disant, je me propose de réaliser tel problème pour tel segment de clientèle en apportant cette valeur-là et en réalisant telle solution. Et ça, ce pitch-là permet vraiment de mobiliser, d'expliquer rapidement ce qu'est son produit. Et ça, c'est une vraie valeur. Et donc ce travail-là prend, on va dire, moins de temps quand même que les rédactions d'expression de besoin qui peuvent durer des mois, par exemple, qu'on peut connaître par ailleurs. Une fois qu'on a identifié tous ces éléments-là, en fait, on peut commencer à lister l'ensemble d'hypothèses qu'il va nous falloir aller challenger. Donc là, on est toujours, on va dire, entre nous. On a identifié tout ça, et puis on peut commencer à formaliser des hypothèses. Alors là, ça c'est une hypothèse orientée produit, fonctionnalité. Donc telle fonctionnalité va générer tel usage. On l'a dit, obsession de la mesure, donc on va se dire, ça va nous permettre tel résultat, donc une augmentation de telle chose, ou par exemple une diminution du nombre d'appels au support, et un apprentissage. Ça c'est important, on définit notre hypothèse et les chiffres, et qu'est-ce qu'on fait si l'hypothèse est validée, qu'est-ce qu'on fait si l'hypothèse est invalidée. Ça, c'est un point très important. Donc ça, c'est une hypothèse orientée fonctionnalité, mais on a aussi des hypothèses. Est-ce que le problème qu'on adresse est le bon? Est-ce que le segment de clientèle est le bon? Alors pour faire ça, il faut aller sur le terrain, commencer à confronter nos hypothèses au terrain, et ce, le plus tôt possible. Alors aller sur le terrain, pour reprendre une maxime célèbre, get out of the building, c'est sortir de son bureau, puis aller rencontrer les utilisateurs dans leur environnement de travail. Ça, c'est un point important. Alors, pourquoi faire ça? C'est parce que c'est là que les utilisateurs vont agir. Alors, pour sortir du terrain, on a deux manières de faire. La première, c'est l'observation. On a une idée d'un problème. On se dit, voilà, les utilisateurs passent trop de temps à faire ceci ou cela. Mais on peut aller les voir dans leur environnement de travail et regarder comment ils travaillent, mesurer le temps qu'ils passent sur chaque tâche, éventuellement prendre des photos de leur environnement de travail, ou voir faire des petits films, se rendre compte que ce qu'on a imaginé, c'est pas applicable parce que, par exemple, c'est dans un atelier et que les gens ils ont du cambouis plein les mains, donc ils ne peuvent pas forcément utiliser la tablette tactile qu'on leur propose. Ce genre de choses qui vont d'entrée couper en fait, couper la fausse bonne idée. Donc on observe. Alors l'observation permet soit de valider un premier niveau de validation des problèmes qu'on a identifiés, soit nous permettre d'identifier des nouveaux problèmes qu'on n'aurait pas imaginés. À ce moment-là, on peut déjà faire évoluer notre Lean Canvas qu'on avait au début, puisque le Lean Canvas va évoluer au fur et à mesure de nos apprentissages. Alors, une fois qu'on a fait nos observations, on peut faire des interviews. Alors, des interviews d'utilisateurs. Alors, ceci est un problème interview. Alors, l'objectif de cette interview, c'est bien de valider que le problème qu'on a identifié est réel pour ce segment de clientèle-là. L'objectif n'est pas du tout là de valider la solution qu'on a imaginée. Là, on valide bien que le problème qu'on a imaginé pour ces utilisateurs est réel. On verra plus loin pour les aspects solutions. Comment on le fait? Alors, on s'écrit un petit script, ça c'est important, de manière à pouvoir reproduire cette interview de manière identique sur plusieurs utilisateurs. Et on essaie de le timeboxer. Alors, dans l'exemple qui est présenté ici, ça dure à peu près 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles on se présente, on explique la démarche, on vérifie que la personne est bien dans le segment de clientèle qu'on vise, on lui fait challenger les problèmes qu'on a imaginés, nous expliquer comment elle vit avec ces problèmes-là, et à la fin,
éventuellement, on peut enrôler cette personne, bon, comme on le verra un peu plus tard, mais enrôler cette personne au titre de bêta-testeur, par exemple, pour la suite, ou d'utilisateur privilégié avec qui on aura des contacts pour la suite des travaux. Et on documente immédiatement le résultat, de manière à ce que cette documentation ne soit pas biaisée par des interviews qu'on ferait après. Et le fait de le faire court, alors déjà on ne prend pas trop de temps à nos utilisateurs, donc ça c'est un point important, et on peut en faire beaucoup en très peu de temps, de manière à collecter un maximum d'informations, et donc de mesurer si le problème qu'on a identifié, il est pertinent, il a du sens ou pas. Alors, on a dit qu'il fallait aller voir les utilisateurs. Un point important, c'est qu'il ne faut pas aller voir, n'allez pas interroger votre mère ou vos potes. Pourquoi? En fait, il ne faut pas aller interroger des gens avec qui qu'on connaît déjà, avec qui on a déjà une affinité. Parce que si on leur présente des problèmes qui n'ont pas de sens, ils risquent de dire de vouloir être gentil avec nous et quand même de vouloir jouer le jeu, de les classer, etc. Quelqu'un qu'on ne connaît pas nous dira non, ces problèmes n'ont pas de sens, donc on coupe l'interview tout de suite puisque c'est pas la peine d'aller plus loin. N'allez pas non plus interroger vos ennemis, des gens avec qui, dont vous savez qu'ils vont être très critiques, etc. Puisque ce qu'ils vont vous apporter, ça n'aura pas de valeur. Là, vraiment, l'idée, c'est d'interroger des gens que vous ne connaissez pas et qui auront minimisé les biais, tous les biais que vous pouvez avoir. Pareil, sur le problème interview, pas de biais de solution. On n'introduit pas de biais. D'où l'importance d'avoir un script qu'on déroule toujours de la même façon. Une fois qu'on a fait ça, on met à jour notre ligne Canva, éventuellement en reformulant le problème, en le corrigeant. Et ensuite, on peut faire des solution interviews pour faire une première validation du fait que la solution qu'on imagine, elle a du sens ou pas dans le contexte. Une fois qu'on a fait ça, il s'agit quand même d'aller valider notre première solution. Donc, on a bien validé que notre problème il était bon pour ce segment de clientèle. Éventuellement, on a validé aussi que nos idées de solutions étaient, on va dire, théoriquement intéressantes. Mais il faut faire une rencontre pratique entre nos hypothèses et le terrain. Et pour ça, on a ce qu'on appelle le MVP, le Minimum Viable Product, qui est la réalisation minimale qui permet à une équipe de collecter un maximum sur les clients, le maximum d'enseignements validés, et ce avec un minimum d'efforts. Donc le MVP, c'est une réalisation minimale, du coup ça ne veut pas forcément dire du développement, ça peut être une maquette en carton ou des impressions d'écran, une maquette activable. L'objectif, c'est vraiment de collecter un maximum d'enseignements validés. Alors les MVP, on le verra plus tard, ça peut être juste un bouton qui amène sur une page statique et sur lequel on mesure l'appétence des utilisateurs à cliquer sur ce bouton. Ça peut être ça. Alors l'important, c'est bien de collecter un maximum d'enseignements. Donc on l'a vu avant, c'est on émet une hypothèse sur laquelle on met des chiffres. Et donc c'est bien ça qu'on va chercher à avoir. Et donc le MVP n'est pas une version light du produit qu'on a imaginé. C'est vraiment juste une version qui nous permet de mesurer, de valider ou d'invalider une hypothèse. Donc ça, c'est quelque chose de c'est le point très important, et qui nous permet finalement sur notre boucle d'apprentissage de construire quelque chose afin de mesurer. Alors mesurer, qu'est-ce que ça signifie? Mesurer, c'est accéder à de la donnée et initier la mesure. Alors accéder à la donnée, pourquoi? Quand on parle d'accéder à la donnée, de mesurer, on imagine assez facilement l'analytics, les logs, les agrégateurs de logs, etc. Donc ça, évidemment, il le faut, c'est primordial. Mais on a aussi toute la donnée métier, toutes les mesures métiers, le nombre de ventes, le nombre d'utilisateurs, le nombre d'usages, le nombre de tickets. Et ça, c'est pas forcément accessible de l'équipe produit. Donc ça, il faut, dès le début, essayer d'aller le chercher pour collecter, pour apprendre sur cet usage-là. Donc, on s'assure qu'on accède bien à toute la donnée, et l'importance dans l'apprentissage, c'est avant-après. On a un usage, on introduit une modification, et ce qui nous intéresse, c'est l'écart. On a énormément de tickets qui arrivent au support, on introduit une modification, on espère qu'il y en a moins. Du coup, le point important, c'est qu'il faut enregistrer dès le début. Dès le début, on enregistre, et comme ça, on a des courbes, puisque le vrai apprentissage, c'est plus la pente de la courbe que
la donnée brute à un instant donné. Et c'est comme ça qu'on passe de mesurer à apprendre. Voilà, l'apprentissage, c'est la mesure plus dans la durée. Si vous ne mesurez pas avant d'introduire une modification, vous ne saurez pas si votre modification a apporté quelque chose. Alors là, ce qu'on a vu, c'est que, arrivé là, on a vu qu'il fallait formuler des hypothèses, aller sur le terrain, mener des interviews, faire des observations, faire une réalisation minimale. Ça fait beaucoup de choses et ça mobilise énormément de compétences. Alors pour réussir ça, le mieux, c'est de réunir une équipe, de rassembler les bons acteurs. Une équipe qu'on pourra appeler une équipe cross-fonctionnelle. C'est-à-dire que dans notre équipe, on aura l'ensemble des compétences nécessaires pour construire, mesurer et apprendre. L'enjeu est vraiment là. Donc, si on regarde pratiquement et qu'on projette sur le processus produit que nous a présenté Hervé, qui on peut avoir dans cette équipe. Alors, ça dépendra du type de produit que vous voulez réaliser, de votre organisation interne aussi. Alors, évidemment, on a des designers, des développeurs qui sont là pour réaliser le produit et son design. On a un Ops pour le mettre en production, parce que si on ne met pas en production, ben, on ne pourra pas aller le confronter au terrain. Éventuellement, si notre produit est en interaction avec le reste du SI, ben, un architecte pour traiter toutes ces questions d'interaction, d'interconnexion. Donc ça, c'est pour la partie développement. Et pour la partie Customer Development, on a les UX. Effectivement, quand on parle d'observation de terrain et d'interview, bah, l'UX se pose bien là. Les utilisateurs, alors les utilisateurs qu'on a éventuellement enrôlés en faisant nos problèmes d'interview. Et un product manager ou un directeur business qui, lui, va porter une vision plus stratégique. C'est lui qui, souvent qui aura l'accès aux données qui nous intéressent, le nombre de ventes, le nombre de tickets, tout ça. Et au cœur du dispositif, on a le product owner, qui est vraiment finalement l'articulation de toute cette organisation, qui est capable de discuter avec tout le monde et d'organiser tout ça. Donc là, on a réuni toute l'équipe capable de construire, de mesurer et d'apprendre. Mais on n'a pas encore complètement bouclé la boucle de l'apprentissage. Et il manque encore deux choses. C'est les aspects déploiement. Donc, on est capable de challenger les problèmes, de les valider, on est capable de construire quelque chose. Maintenant, il faut être capable de déployer rapidement et souvent. Alors, pourquoi faire une mise en production rapide? C'est l'équipe a conçu un MVP, bah, il faut au plus vite aller valider que ce MVP, aller valider l'hypothèse ou invalider l'hypothèse qui sous-en est le MVP. Alors, mise en production rapide, ça ne veut pas forcément dire mise en production pour l'ensemble des utilisateurs. On peut faire ça sur un parc. Si vous avez 25 usines, vous pouvez ne le faire que sur une ou deux usines, par exemple. Mais ce qui est important, c'est de le mettre en production auprès d'utilisateurs représentatifs, de manière à pouvoir mesurer est-ce que ce qu'on a réalisé a du sens. Et le faire le plus vite possible pour avoir un feedback, la boucle de feedback la plus courte possible. Et le faire souvent, puisqu'on l'a vu, l'important c'est l'apprentissage, et donc il faut faire tourner la boucle d'apprentissage de manière à ce que l'équipe apprenne souvent de ces réalisations. Et aussi parce qu'en mettant en production souvent, on peut introduire les modifications petit à petit et donc mesurer l'impact de chacune des petites modifications indépendamment de l'impact des autres modifications. Si on est capable de mettre en production toutes les 2 semaines ou encore mieux en flux tendu, donc quasiment une mise en production tous les jours, on est capable de dire, quand j'ai introduit cette modification, par exemple cette modification d'ergonomie, j'ai augmenté l'usage de temps. Alors que si on introduit plusieurs modifications et qu'on voit une modification d'usage, on ne sait pas laquelle des modifications a eu l'impact. Alors quand c'est en positif, on va dire ça va. Quand on a des effets négatifs, c'est plus compliqué. Et donc, on est bien là, on reboucle bien la boucle, où on a introduit une modification, on en mesure les effets, donc on tire un apprentissage, et de cet apprentissage,
on revoit notre ligne canvas, on revoit nos hypothèses, on émet de nouvelles hypothèses, et on va tester une nouvelle hypothèse en construisant un nouvel incrément de notre produit. Alors, tout ça, c'est très important. Donc, on a dit qu'il fallait les livrer en production vite et fréquemment. Et ça veut surtout pas dire qu'il faut faire ça, faut pas faire du quick and dirty, bien au contraire. La qualité n'est pas négociable. Alors la qualité n'est pas négociable sur deux aspects. Alors le premier qui sera interne à l'équipe de réalisation, qui est que si on fait du quick and dirty, le code sera peu maintenable et peu évolutif. Donc ça, vous allez perdre votre capacité à délivrer vite et fréquemment. Mais surtout, il faut valider fermement les hypothèses. Et si votre application est livrée avec un bug sur la fonctionnalité que vous voulez tester, le retour des utilisateurs ne sera pas pertinent par rapport à cette fonctionnalité, puisque au lieu de lui faciliter la vie, en fait, on lui introduit un nouveau problème. C'est un peu gênant. Donc là, par exemple, une plateforme pour soumettre des CV orientés, là, on voit qu'on n'est pas capable de choisir le CV qui correspond à l'offre, alors qu'on en a plusieurs. Du coup, on n'est pas capable de dire si cette fonctionnalité d'avoir plusieurs CV, elle a du sens ou pas dans notre contexte. Donc la qualité est vraiment non négociable, et pour ça, vous avez un ensemble de pratiques qui sont connues et qui sont aujourd'hui regroupées sous la bannière du software craftsmanship. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Loïc, qui va vous expliquer comment toutes ces pratiques ont été mises en œuvre chez TF1 Publicité. Donc bonjour à tous, donc Loïc Charpentier, donc je suis product owner sur le produit plateforme dont je vais vous parler. Donc tout d'abord, une petite introduction sur TF1 Publicité. Comme son nom ne l'indique pas, donc le travail en fait de cette société, c'est de commercialiser les espaces publicitaires, donc de TF1, ça on peut l'imaginer, mais aussi de toutes les chaînes du groupe et aussi d'autres chaînes dont on a la régie, comme par exemple Beansport, les radios indépendantes ou les chaînes du groupe Turner. Par rapport à ça, nos clients finaux en fait sont les annonceurs, donc ça va être sur tout type d'activité. Par contre, la particularité de notre métier, c'est d'avoir un intermédiaire qui sont les agences médias qui vont être mandatées par les annonceurs pour effectuer l'achat d'espaces publicitaires. C'est un petit peu important parce que du coup, ça va être nos interlocuteurs privilégiés, ces agences d'achat, sur le produit dont je vais vous parler. Donc le besoin et l'origine de la demande par rapport à notre produit qu'on souhaitait réaliser, c'était tout d'abord d'industrialiser la gestion des briefs. Donc qu'est-ce qu'un brief? En fait, c'est une agence média qui va souhaiter communiquer sur nos espaces, donc un certain budget sur une chaîne ou plusieurs chaînes que nous avons en régie. Et donc ces briefs aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une manière de vendre qui est un petit peu nouvelle, qui fait qu'aujourd'hui on n'était pas outillé sur ces choses-là. Donc comme vous le voyez là, ça c'était une maquette Excel de ce qui était utilisé actuellement, avec donc un échange de fichiers par mail qui était donc assez compliqué d'utilisation, qui pouvait générer des erreurs, donc assez peu apprécié de nos clients. Donc ça, c'est le premier point, industrialiser ce processus d'échange et de brief des agences auprès de TF1 Publicité. Le deuxième aspect, c'est la plateforme actuelle, donc voilà, dont je vous présente l'image aujourd'hui. C'est une plateforme qui est un petit peu vieillissante, et donc l'autre souhait, c'était aussi de refondre cette partie-là. L'enjeu, c'est que par rapport au petit diagramme que vous avez vu au début, avec 50% des fonctionnalités non utilisées en moyenne sur un produit, voilà un petit peu, on a fait l'exercice sur le produit actuel. Alors, il y a des choses des raisons pour ces chiffres-là, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus trop de maintenance sur le produit, mais on était quand même à un très faible pourcentage des fonctionnalités qui étaient réellement fortement utilisées. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on avait répondu par un projet de refonte classique de l'outil existant, on aurait été complètement à côté avec énormément de fonctionnalités non utilisées. Donc la réponse par rapport à ce besoin-là, ça a été de chercher
à penser différemment et à appliquer cette pensée produit. Donc c'est passé par un cadrage Lean Startup dont une grande partie des principes ont été présentés tout à l'heure. Donc je vais reprendre en pratique finalement sur toutes ces actions qui permettent d'utiliser et de basculer dans cette pensée produit. Donc la première étape consiste à formaliser les hypothèses. Pour nous, ça s'est traduit en fait par identifier de manière précise les utilisateurs de cette plateforme. C'est-à-dire que ça peut paraître un peu étonnant de se dire on sait très bien que c'est nos clients, sauf que nos clients c'est assez vaste. On avait différents profils d'utilisateurs. Donc les acheteurs qui vont être concrètement en contact direct et au quotidien, leurs responsables, donc chefs de groupe, directeurs d'agence. On avait aussi des clients internes potentiels qui étaient donc les responsables de programmation qui vont être en relation avec ces acheteurs au quotidien. Et donc là, la logique, ça a été aussi de prendre comme hypothèse que notre client principal était sont les acheteurs et que cela voulait dire qu'on pouvait quelque part délaisser un peu les responsables de programmation. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça nous a permis par la suite de prioriser de manière drastique certaines fonctionnalités. Donc là, si je prends l'exemple sur cette saisie de brief, si on imagine qu'on s'oriente d'abord sur intégrer avec notre système d'information de manière complète la saisie de ces briefs et l'intégration en interne, quitte à se préoccuper assez peu de la saisie en amont des acheteurs, on aurait pu très bien arriver avec un produit qui en interne était très apprécié, mais assez peu utilisé par nos clients et au final, du coup, qui n'a pas d'intérêt. Alors que là, on a vraiment priorisé ces acheteurs. Donc voilà, première hypothèse, c'était les acheteurs sont nos utilisateurs principaux pour cette plateforme dans un premier temps. Ensuite, pour vous donner un exemple concret d'hypothèse qu'on a posé, donc là je rentre un petit peu dans le détail volontairement, mais c'est pour donner un exemple concret d'hypothèses, des nombreuses hypothèses qui ont été formulées. C'était sur la saisie d'une information de ce brief. Donc le brief, en fait, quand une agence va nous le fournir, elle va nous donner le produit. Donc quand on parle de produit, là, rien à voir avec la plateforme en elle-même. Hein. Si on est Renault, le produit, ça va être la nouvelle Twingo. Donc ce produit, en fait, on est parti sur l'hypothèse que la saisie libre par les acheteurs de cette information ne générait pas d'aller-retour entre les acheteurs et les clients et les responsables de programmation en interne. Cette hypothèse-là, pour la valider, en fait, avant même de faire le moindre développement, en fait, on s'est appuyé sur les échanges actuels qui avaient lieu sur les briefs Excel, en se rendant compte que finalement il y avait moins de 10% des briefs qui avaient ce problème de la saisie libre engendre des soucis. Donc on a pu dans un premier temps valider cette hypothèse et se dire que finalement s'interconnecter avec notre système d'information pour récupérer un référentiel qui aiderait à la saisie de cette information n'était pas forcément nécessaire. Et donc c'est vrai que dans une pensée projet classique, on aurait pu partir du principe qu'on allait s'interagir, ça aurait été énormément de coûts, du délai pour avoir la fonctionnalité, et au final pas forcément une meilleure satisfaction de l'utilisateur final. Donc là-dessus, il y a cette première hypothèse qui est on part sur une saisie simple et libre de cette information-là. On a une deuxième hypothèse qui était est-ce que le passage sur un outil, sur une plateforme en ligne, pouvait changer le comportement. Donc on avait une deuxième hypothèse et mesure, c'est on estime que du passage de ces briefs Excel à une mise en place sur une plateforme ne changera pas le comportement, on restera là-dessus. Et du coup, l'apprentissage par rapport à cette deuxième hypothèse, c'est de se dire l'interaction avec notre référentiel, on peut la mettre en place plus tard si on constate un changement de comportement de nos utilisateurs. Et si jamais ce n'est pas le cas, on peut tout simplement rester sur un produit plus simple, avec moins de complexité technique et qui a réduit le budget du produit. Ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on avait formalisé ces hypothèses, c'était de les confronter au terrain. Donc dans notre cas, en fait, on a eu deux étapes. La première, ça a été d'interviewer le métier TF1 Pub. Donc
ce métier, ce qu'on en a attendu, c'était ce qu'on avait vu dans la présentation tout à l'heure, c'était d'avoir l'idée que notre métier se faisait des problèmes des acheteurs. Donc ça nous permet d'avoir des hypothèses, de déjà avoir une idée des problèmes que peuvent rencontrer nos utilisateurs finaux en agence. Et en deuxième temps, on a identifié en fait des agences pilotes qui pourraient nous donner leur retour d'expérience, leurs problèmes et du coup confronter ça à la vision qu'on a en interne. Donc un exemple, par exemple, sur ces doubles interviews, on avait sur les briefs en interne une vision comme quoi le fait d'avoir toutes les versions et toutes les modifications d'un brief était très important pour les acheteurs. Ces interviews ont permis de voir par exemple que c'était quelque chose qui ne les intéressait pas vraiment. Donc tout un pan de fonctionnalité et de complexité qui a pu être éliminé sans même faire le moindre développement. Ensuite, suite à ces interviews, on a sélectionné le périmètre de ce produit minimum viable qui nous permettrait de valider nos hypothèses. Le besoin d'origine, en fait, il y avait trois grands pans fonctionnels identifiés. Le fait de pouvoir saisir les briefs, donc envoyer des informations. Le fait de pouvoir consulter, donc ça c'était un périmètre qui était déjà présent dans l'ancienne plateforme. Et on avait identifié un troisième axe qui serait les échanges, une plus grande interaction via cette plateforme entre les clients et nous. Et après ces interviews agences, en fait, on a identifié que finalement la partie saisie était le domaine sur lequel il y avait le plus d'incertitude, le plus gros risque et donc le plus d'intérêt à faire ce produit minimum viable pour sécuriser le fait que les agences soient prêtes à utiliser une nouvelle plateforme pour faire ce travail-là. Sur la consultation, on avait plus de feedback du fait qu'il y avait une plateforme existante, donc moins d'intérêt à le faire. Et puis les échanges sont moins ressortis de la part de nos acheteurs. Donc ensuite, j'ai repris les jalons qu'on s'était donnés en début de projet sur ce MVP. Donc voilà, à partir du mois d'avril où on avait défini ce périmètre que l'on souhaitait avoir, on s'était donné comme délai donc un mois pour mettre une version de ce MVP. Donc pour resituer, on est sur un outil qui est présenté aux agences comme étant à utiliser. Ce n'était pas une version test qu'ils peuvent utiliser à côté de leur métier. C'était vraiment une utilisation quotidienne de cet outil pour remplacer leurs produits. Et donc, au début, c'est quelques fonctionnalités, quelques hypothèses qu'on peut valider. Et puis, progressivement, on a fait grossir cela avec un nombre d'agences tests qui a augmenté aussi. Voilà. Donc, la date d'ouverture au monde a un petit peu bougé, puisqu'on n'a pas encore tout à fait ouvert. Pour une raison qui est qu'on a découvert de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux éléments qui étaient intéressants. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui, pour les agences bêta-testeuses, est utilisé au quotidien. Donc, comme on disait tout à l'heure, on a été aussi sur l'aspect test, validation d'hypothèses et mesures assez loin. On s'est permis par exemple, de mettre en place des fonctionnalités non développées avec simplement un bouton permettant de constater si les clients étaient intéressés. Alors ça, c'est quelque chose qui peut paraître sur des clients extérieurs un peu inacceptable. En fait, dans la logique avec laquelle on a présenté le produit et avec le fait qu'on a une livraison très, très régulière, il savait que cette fonctionnalité, si elle était intéressante, pouvait arriver dans les 15 jours qui viennent. Donc en fait, c'est quelque chose qui a été plutôt bien accepté de la part de nos clients. Ensuite, une fois qu'on a ces hypothèses, notre produit, il faut mesurer et valider ou invalider ces hypothèses. Donc le premier élément, c'était en fait on avait des données puisqu'on avait ces briefs Excel, on avait déjà de l'information. Donc par exemple pour le choix de notre MVP sur la saisie des briefs, on avait deux options. La première qui était de briefer, de réaliser cela sur le périmètre de TF1, la chaîne principale sur laquelle il y avait plus de complexité, qui pouvait sembler l'option la plus logique, car c'est le plus important. Et en fait, on a décidé de s'orienter sur les briefs des chaînes thématiques, donc toutes les autres chaînes du groupe qui gravitent autour de TF1, donc
chaîne du groupe, chaîne extérieure, et de la TNT. Et en fait, tout ça simplement parce qu'on avait constaté qu'il y avait plus de volume de briefs en nombre. Et ce volume nous permettrait d'avoir plus de retours, plus de données chiffrées, et donc être plus pertinent. Enfin, sur les hypothèses, on pouvait être plus certain d'avoir des retours pertinents. D'autre part, donc, il y avait des données existantes. On a aussi mis en place des mesures donc, sur le MVP et chaque fonctionnalité. Et donc ça se traduit en fait sur chaque user story qui était définie. On lui affectait en fait une mesure qui était soit une mesure de validation que cette fonctionnalité était utilisée et convenait, ou tout simplement une mesure permettant de voir si cette fonctionnalité qui était peut-être faite de manière très basique nécessitait une amélioration, et si une amélioration était nécessaire, dans quelle direction est-ce que ça pouvait apporter. Donc ensuite, une fois qu'on a ce cycle-là, en fait, pour le mettre en place, ça nécessite ce qu'on disait tout à l'heure, mais d'avoir aussi les bons acteurs au sein du projet. Donc ça se traduit par une équipe qui était colocalisée. Donc moi, je suis juste à côté des développeurs qui ont réalisé l'application. C'est aussi un accompagnement de la part d'Octo sur le product ownership. C'était quelque chose qui était nouveau pour moi. Et sur la partie UX. Et puis une autre chose très importante, c'est une proximité avec les responsables métiers internes. Donc là-dessus, nous, on est situé géographiquement très proche, sur le même étage. Là-dessus, en fait, il y a une disponibilité particulière de ces responsables métiers et une implication qui, donc on a pu les solliciter très souvent, avoir leur retour régulier. Et en fait, ça, c'est aussi dû au fait que ces cycles courts qui permettent de voir l'application évoluer de manière très rapide par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir, leur permet de s'impliquer, de sentir qu'ils sont réellement, qu'ils ont une maîtrise sur où va ce produit et comment il se comporte. Et donc c'est vrai que ça engage de leur part plus d'implication et plus de disponibilité. Et puis enfin, les agences bêta-testeuses qui ont pu utiliser du coup notre produit dès le début, qui ont joué le jeu, qui ont été investis. Et là encore, on vient pour leur dire on va essayer de faire un produit qui vous correspond. Ce qu'on souhaite juste, c'est que vous puissiez l'utiliser comme vous voudriez le faire dans la vie quotidienne. Et du coup, ce qu'on demande, c'est quelque chose qui a été très bien accepté par les agences en fait. Ensuite, donc, il y avait les bons acteurs pour arriver à faire ce cycle court. On a parlé de déploiement rapide et régulier aussi, qui était un point très important. Donc sur ce point-là, la première chose, c'était une mise en place de l'infrastructure, un provisioning rapide de l'infrastructure pour ce produit. Donc là, on est parti sur du cloud pour pouvoir très rapidement, en un mois, avoir quelque chose en production disponible et utilisable. Sur ce point-là, en fait, on a essayé quand même de garder, parce que c'est quelque chose qui était du coup un petit peu en dehors des normes d'architecture chez nous, de moins habituel, on va dire. Et donc, par rapport à ça, on a souhaité être un petit peu à côté, mais garder l'infrastructure avec nous et les embarquer avec nous pour pouvoir, dans un deuxième temps, en fait, généraliser ça et l'industrialiser dans les process internes, l'intégrer dans les process internes. Ensuite, des mises en production fréquentes. Donc sur ce point, en fait, on était parti sur un rythme de tous les 15 jours de livraison des nouvelles fonctionnalités à disposition des agences bêta-testeuses. Et puis en fait, dans un deuxième temps, on est parti dans un mode flux, donc où dès qu'une fonctionnalité était validée du point de vue interne et semblait correspondre à notre imagination, à notre idée de départ, et on le mettait à disposition. Donc aujourd'hui, on est sur entre 2-3 mises en production par quinzaine, selon les rythmes, avec à chaque fois forcément un petit incrément, parce que sur ces cycles-là, on est forcément avec assez peu de delta, mais ce qu'on disait, c'est aussi ce qui va permettre une mesure pertinente par rapport à ce petit delta de fonctionnalité. Donc par rapport à ça, pour arriver à ces cycles aussi courts et une qualité qui est non négociable, ça nécessite forcément des outils et des techniques particulières. Donc dans ce qu'on a mis en place, il y avait déjà ça sur d'autres projets, mais c'est des tests unitaires.
on est aussi passé sur des tests fonctionnels, c'est-à-dire que les règles métiers qu'on a souhaité mettre en place, en fait, elles sont validées une première fois et ensuite, à chaque modification du logiciel, il y a une revalidation automatique de l'intégralité de ces règles métiers et des cas d'utilisation. Et ça, c'est ce qui permet aussi d'avoir une sérénité sur la mise en production qui ne serait pas possible autrement. Donc, avec tout ce qu'on a pu mettre en place, quels sont les résultats aujourd'hui? Tout d'abord, on a eu pas mal d'activités, c'est-à-dire que nos agences vont vraiment jouer le jeu. Donc aujourd'hui, sur les acheteurs à qui on a proposé d'utiliser cette plateforme, on a un taux d'adhésion de 100% de ces acheteurs pour utiliser la nouvelle plateforme, sans même avoir l'idée d'utiliser les anciens outils Excel et autres. Et puis on a eu des acheteurs qui même changeaient de société, nous disaient mais je ne pourrais pas avoir la plateforme à disposition, je ne fais pas partie de l'agence bêta-testeuse, mais j'aimerais quand même. Donc voilà, il y a vraiment un intérêt pour le produit. Et puis un autre retour qu'on a eu qui est très récent, celui-là, qui était un client qui nous a l'ensemble du plateau TV est impressionné par la fluidité de la nouvelle plateforme et par son confort d'utilisation. Donc ça forcément, quand on se dit est-ce que le projet produit est une réussite, si on a ce genre de retour, on est forcément satisfait en interne de ces choses-là. Je vais laisser Hervé conclure. Merci. Quelques mots avant de passer aux questions-réponses. En fait, il y a quelques éléments qu'on n'a pas mentionnés dans les pratiques parce qu'elles ne sont pas forcément actionnables avec le même niveau de pragmatisme. Je voulais reprendre cette photo. Alors, je ne sais pas si un jour on vous a dit qui c'était, je pense que vous vous en souvenez parce que c'est un gars un peu impressionnant. C'est le CTO d'Amazon, Werner Vogel. Et en fait, il est connu pour plein de choses, c'est quelqu'un d'assez brillant, et notamment aussi pour cette maxime qui dit, voilà, chez moi, ce que tu construis, c'est toi qui l'opères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que tout le monde opère ce qu'il développe partout, mais en fait, il insiste sur quelque chose d'assez intéressant. Il dit finalement, il faut que toute personne qui soit en charge de la création d'une fonctionnalité soit aussi en charge de sa maintenance. Pourquoi? Parce que la meilleure façon de responsabiliser les équipes sur ce qu'elles produisent, c'est aussi qu'elles assument les conséquences des malfaçons potentielles qu'elles pourraient introduire lors de la confection du produit. Alors, on a une pratique un petit peu moins agressive que le You Build It, You Run It, qu'on appellera You Build It, You Fix It, c'est-à-dire à défaut d'être réveillé la nuit et d'opérer la machine, vous pouvez déjà être en charge de la correction de l'anomalie sur le périmètre fonctionnel que vous avez développé. Ce qui est plus important encore derrière finalement cette phrase, cette maxime, c'est pas tant la responsabilisation que aussi, il faut voir que si on délègue à une tierce partie la correction des anomalies comme on le fait souvent dans un mode produit où parfois en fait une équipe majeure va réaliser les fonctionnalités puis une fois qu'elle sera en prod travaillera sur le deuxième train de fonctionnalités pendant qu'une équipe tierce corrigera les bugs ou alors passer les phases de garantie diverses et variées, mais globalement c'est des pratiques assez courantes. On manque une chose très très importante, c'est qu'on manque la fermeture de la boucle d'apprentissage. C'est-à-dire corriger une anomalie, c'est apprendre en fait de ce qu'on a injecté d'erroné dans le système. Alors parfois ça va être une erreur technique, mais parfois ça va être aussi simplement une erreur d'interprétation fonctionnelle ou quelque chose qu'on a pensé être correct sur une règle métier et qu'on va devoir adapter une fois qu'on aura vu sur le terrain ce problème-là. Si vous déléguez cette correction-là à une autre équipe, alors l'équipe n'apprendra pas. Du coup, un point important qu'on n'a pas forcément mentionné, c'est cette haute maxime, le produit c'est l'équipe. On le dit souvent ça, mais en fait quand on commence à rentrer dans une dynamique d'équipe orientée produit, vraiment, on comprend que c'est important de miser sur des acteurs stables dans le temps. Parce qu'en fait, c'est cette équipe qui va mettre en prod régulièrement, apprendre régulièrement et corriger le tir et faire un produit de plus en plus pertinent pour le segment d'utilisateurs qu'elle cherche à adresser. Donc, point important, essayez de créer des équipes relativement stables. Ne cédez pas immédiatement à la tentation de déléguer la correction d'anomalies tierces à d'autres équipes tout de suite. Privilégiez plutôt une mise en prod très très tôt sur un périmètre plus restreint potentiellement, et puis après apprenez progressivement des retours que vous aurez du terrain. Et puis au bout d'un moment, peut-être que l'équipe aura un taux de correction d'anomalies qui va commencer à s'amenuiser, que le taux de nouvelles fonctionnalités sera plus nécessaire, et peut-être on pourra penser effectivement à externaliser des choses. Mais tant en fait que vos produits vont encore bouger, vont encore avoir de nouvelles fonctionnalités relativement importantes qui vont arriver sur le terrain, essayez de stabiliser vos équipes et surtout ne déléguez pas la partie correction des problèmes, puisque finalement vous coupez une grande
source d'apprentissage. Dernier point, un point finalement culturel, c'est que pour mettre en œuvre ce genre de pratique-là, il faut accepter une chose, c'est que si vous voulez apprendre, ça veut dire qu'il va falloir aussi accepter de se tromper. Donc si l'échec, l'erreur, si quand on va voir quelqu'un du métier en disant, ou qui représentait le métier, on lui disait, bah, en fait tu t'es trompé, les utilisateurs ils n'ont pas du tout besoin de ce que tu croyais, et que ça c'est pas acceptable dans la culture de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller challenger les idées potentiellement préconçues qu'on peut avoir à un moment donné, alors vous n'apprendrez pas, voire même vous n'essayerez pas. Donc un des grands prérequis à ça, c'est de se mettre dans une posture où on se dit ok, c'est ok de se tromper, c'est comme ça qu'on va apprendre et qu'on va s'améliorer. Si je devais vous donner un petit tuyau pour essayer de commencer à mettre en œuvre ce genre de démarche aussi, parce que beaucoup de clients qu'on rencontre se disent oui, alors c'est intéressant ce que vous nous racontez, mais chez nous les process sont vraiment fixés, il y a des étapes claires et nettes, on ne peut pas casser tout ça. En fait, la plupart des contextes dans lesquels on met en œuvre ce genre de pratique-là, où on commence à le faire, parfois on essaie d'utiliser notamment les budgets qui ont été attribués à des phases de cadrage en amont. Et dites-vous que ce gros budget, ou plus ou moins gros, que vous aurez pu négocier pour faire de l'expression de besoin ou des premiers niveaux de spécification, utilisez-le à aller sur le terrain, utilisez-le à interviewer des gens. Ça coûte pas cher d'aller interviewer des gens. C'est pas quelque chose qui est monumentalement cher. Alors peut-être que ça peut occasionner des déplacements un peu loin si vous avez des utilisateurs distants, mais globalement, essayez d'utiliser une partie de vos budgets, aller confronter vos idées sur le terrain, valider que les problèmes que vous cherchez à solutionner sont des problèmes réellement existants et itérer ensuite. Dernier point, c'est un peu la page de pub, mais en même temps, voilà, on héberge l'événement. Qu'est-ce qu'on sait faire nous, Octo, sur ces différentes thématiques-là? En fait, quand on travaille sur ces enjeux du produit, on travaille sur 3 grands étages. Notre étage historique, en fait, qui est celui du développement logiciel et de la bonne conception d'un logiciel, on appellera tout le mouvement de craftsmanship, de software craftsmanship ou product craftsmanship, dont l'idée est de construire un logiciel de bonne qualité avec des outillages automatisés qui le prémunissent de ces régressions. Deuxième étape, vous accompagner dans la réalisation de ce produit avec des méthodologies telles que l'agile bien entendu, l'InUX, du DevOps au sens large du terme. Et là, c'est vraiment accompagner le delivery. Et puis finalement, sur les derniers étages qu'on mentionnait dans ce petit déjeuner aujourd'hui, vous accompagner sur la découverte de votre produit et de vos problèmes. Et là, l'idée, c'est plutôt de se dire, ok, on a fait peut-être un produit bien, mais est-ce qu'on a fait le bon produit? Comment on va aller valider ça? Vous accompagner dans la confection d'interviews, réaliser des interviews sur le terrain et tous les outils qu'on vous a mentionnés jusqu'alors. On en a terminé et du coup, on est prêt à prendre vos questions diverses et variées. Merci de votre attention. Bonjour, c'est une question pour Loïc en fait. Quand vous disiez on n'a pas ouvert au monde parce qu'il y avait encore des fonctionnalités, finalement à quel moment on ouvre? Parce que c'est un puits sans fin, on a toujours de nouvelles fonctionnalités. Alors, en effet, donc là c'est plus un choix métier interne comment dire, de timing par rapport à nos calendriers métiers. Donc, quand je dis il y a des nouvelles fonctionnalités, on était prêt au niveau utilisabilité du produit. C'est plus, en fait, on souhaitait intervenir, que l'ouverture à l'intégralité du marché soit faite de manière concomitante avec des événements particuliers. Et c'est plus ça qui fait que... il y a aussi le fait qu'on souhaitait avoir certaines fonctionnalités pour cette ouverture-là. Mais donc, on va dire que le choix d'ouverture aurait pu être fait avant du point de vue de l'équipe et du produit si on avait décidé que cette brique brief uniquement pouvait être utilisée par nos acheteurs. Donc en clair, j'estime qu'à partir de l'été, on était sur une grande fonctionnalité en mesure d'ouvrir. Après, c'est plus une logique aussi, on avait la partie refonte et on souhaitait avoir ces 10% de fonctionnalités dont on parle qui étaient réellement utilisées sur l'ancienne plateforme. Finalement, on était en mesure, en attendant un petit peu et en les ajoutant dans le périmètre, ouvrir et ne plus avoir besoin de cette ancienne plateforme. C'était plus ça la logique aujourd'hui, qui nous a guidés. Voilà.
Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Alors, quand on dit co-développement, c'est-à-dire des maquettes Alors, en fait, c'était plus que des périodes de test. Enfin, euh, on rajoute une petite fonctionnalité, on le mettait à disposition, mais sur une utilisation réelle. Et donc, la votre question, c'est peut-être entre ces temps-là, entre le moment où on imagine la fonctionnalité et le moment où elle est disponible. Alors, en fait, donc il y a eu ces interviews en amont qui ont quand même permis de bien cibler le besoin, enfin en tout cas le besoin l'idée qu'eux se faisaient de leurs besoins et de leur utilisation future de la plateforme. Après, avec ces cycles en fait de 15 jours de mise à disposition, en fait c'est l'utilisation réelle en production qui faisait office de test et de validation. C'est-à-dire que voilà, je sais pas si voilà, c'est ça en fait. Donc du coup, il y a la phase de test ou de recette utilisateur qu'on peut avoir habituellement. Nous, il y avait une validation qui était faite en interne sur cet aspect-là. Mais ensuite, on ne leur a pas demandé de venir pour utiliser le produit. Voilà. Les retours clients, d'accord, je comprends. Alors, ouais, on a appris des deux. Non, mais on a appris des deux côtés. C'est un peu compliqué en fait parce que la phase d'hypothèse finalement était assez courte. On avait des grandes idées, mais dans le détail, on n'avait pas été. C'est ce qu'on explique hein, sur l'expression de besoin, sur ce genre de choses. On n'avait pas été complètement au bout. Et donc c'est-à-dire qu'en fait, le, toute petite, on est parti avec un périmètre vraiment réduit. Et donc ces hypothèses en fait ont été levées. C'est ce qu'on parlait. On parlait du pari finalement qui doit être le plus réduit possible. On n'a pas la partie créative, on va dire, n'a pas été a été constante et y compris après avoir eu des retours des clients. Donc c'est un peu compliqué de dissocier l'aspect amont-aval. Finalement, c'est cette boucle qui est quand même qui reste courte. Donc voilà, je sais pas si c'est clair. Oui, je ne sais pas parler avec un micro. Vous m'entendez? Sur le, Ouais. J'ai deux questions. Une plus le PO, le product owner, il est dans quelle organisation chez TF1? Il est côté IT, côté métier? Voilà, ma première question. Et la deuxième question, dans le cas où les développements sont externalisés, comment vous conseillez de fonctionner ou est-ce que vous pensez que c'est un frein à l'agilité prônée? Voilà, je sais pas comment. donc sur la première question, je peux répondre sans souci. Donc je fais partie de la direction des études, donc côté IT, avec une affinité métier, enfin une proximité métier importante. Mais j'étais bien dans une structure IT, voilà, et je suis resté. Vous êtes que product owner chez TF1, vous avez d'autres responsabilités? Alors, Ah oui, excusez-moi. en fait, j'ai d'autres activités en effet, mais sur le produit et sur la phase vraiment donc, que je vous ai présenté là, hein, j'étais à plein temps sur ce sujet-là. Voilà. Je complète sur la notion de rôle en fait, le product owner, mais déjà dans un contexte agile et si on va plus loin sur les pans produits qu'on mentionne aujourd'hui, en fait, c'est des rôles qui, en fonction de la culture de l'entreprise et où se situent les profils métiers, peuvent varier. Donc souvent, on va rencontrer les product owners dans l'IT, ou on va dire dans l'émergence la plus fonctionnelle de l'IT, l'assistance à maîtrise d'ouvrage par exemple. On va trouver ce genre de profil-là en fait, un peu à la croisée des chemins. Ce qui est important, en fait, c'est d'identifier les profils qui ont la meilleure connaissance possible du métier et qui sauront interagir avec l'IT. Et en fait, aujourd'hui, Loïc, il a le rôle de product owner, mais en fait, il a interagi avec des tiers métiers, donc les fameuses personnes du métier TF1 qui sont les commanditaires les plus immédiats en fait.
Donc le product owner, il va être un peu à cette frontière-là. Dans nos métiers, il est encore souvent dans le monde de l'IT. Ce qui est important, c'est de trouver ce rôle-là, ce product owner-là, et de trouver l'équivalent. Alors, dans le monde du produit, il s'appellera product manager. Parfois, ça sera quelqu'un du marketing, parfois, ça sera quelqu'un du métier, si tant est que ça veuille dire quelque chose dans votre orga. Mais c'est ce couple-là qui est vraiment important si vous voulez aller jusqu'au bout de la pratique. Sur la deuxième question, c'est pas une super bonne idée d'externaliser les développements très très loin de chez vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec des sociétés tiers. Par contre, si vous travaillez en offshore pur, par exemple, là, votre vie va être un peu compliquée parce que vous allez, en fait, n'oublions pas le principe initial de cette démarche. C'est raccourcir les boucles de feedback, en fait. C'est avoir du feedback le plus rapidement possible sur vos hypothèses, sur les choses sur lesquelles donc, vous n'êtes pas sûr. Au plus, en fait, vous ajoutez des acteurs avec lesquels vous avez besoin de contractualiser. Alors, quand je dis contractualiser, ça ne veut pas dire forcément le contrat de sous-traitance, etc. Ça veut dire plus les gens vont être loin, plus vous allez avoir besoin d'avoir un nouveau véhicule pour diffuser votre information. Ce véhicule, ça va être des specs, ça va être des Jira, des je sais pas quoi. Ça peut être plein de choses diverses et variées, mais ça va ralentir vos interactions dans l'équipe et donc in extenso la boucle de feedback, quoi. Donc de la presta, ok, pourquoi pas. Par contre, mon conseil, c'est éviter de faire ça avec trop de distance. Donc, si vous souscrivez, si vous faites appel à des tiers, essayez de les colocaliser le plus possible. Évitez de déléguer ça dans des endroits où vous ne les rencontrerez jamais, parce que là, vous allez diluer la boucle de feedback, quoi. Moi, j'avais une question, c'était par rapport au panel utilisateur. Entre l'hypothèse de qui sont nos utilisateurs et le moment des interviews, j'aurais aimé avoir votre retour d'expérience en fait sur comment vous les avez sélectionnés, parce que moi, de ce que je rencontre un petit peu aujourd'hui, je me rends compte que c'est assez dur de sortir de son réseau. Alors, il ne faut pas prendre des personnes familières, et souvent, on ne dispose pas forcément de statistiques sur qui sont nos utilisateurs. Et trouver les bons utilisateurs, c'est assez consommateur en temps. Donc je serais intéressée en fait de savoir comment vous avez procédé sur ces questions-là. Je vais laisser Loïc répondre sur la partie utilisateur chez TF1. Il y a un élément important, c'est que c'est très très aussi dépendant du type d'interlocuteur. C'est-à-dire si vous êtes sur du B2B, B2C ou business to employee, les leviers vont être super différents, quoi. Là, c'était pour des clients externes. Donc c'était sur du B2B, on a quand même une proximité avec nos clients et donc on avait le fait, cette proximité nous permettait de les identifier de manière plus simple parce que au niveau le métier connaît assez bien ses utilisateurs, donc voilà on a pu en choisir. Alors le choix ça a été un peu arbitraire. Après c'est peut-être des affinités, des profils un peu curieux ou ce genre de choses qu'on imaginait comme étant prêts à se mettre dans une démarche de construction avec nous. Après, c'est vrai que je pense que voilà, ce que disait Hervé, le type de produit que vous réalisez, le type d'échange est important. Enfin, fait varier beaucoup la façon dont on peut sélectionner ces utilisateurs clés. Pour le coup, il y a des sociétés qui font ça très bien. Et on a été amené à travailler dans d'autres contextes avec ce genre de pratique-là. Qu'est-ce qu'on fait globalement? On fait appel à des sociétés qui sont capables de construire des panels, alors plus ou moins larges, hein. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans des contextes où on a vraiment fait appel à des sociétés qui ont construit un panel pour travailler dans ce mode-là. Pour le coup, c'est hyper confortable. C'est un coût, mais c'est vraiment confortable, quoi. Parce que vous allez avoir une interaction hyper rapide avec des gens. Donc vous aurez défini un petit peu les différents portraits types de vos utilisateurs. La boîte va chercher des personnes qui seront prêts à se prêter au jeu, sachant qu'on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui travaille sur un faux truc, quoi. Ça sera sur un vrai produit et des fonctionnalités plus ou moins déployées à un public restreint. Et là, vous allez pouvoir soit leur faire tester des fonctionnalités, soit carrément aller les interroger. Beaucoup de valeur aussi. Donc j'ai envie de dire, plus votre périmètre est large, plus il ne faut pas hésiter à défendre un budget sur ça pour pouvoir aller construire votre panel et capitaliser dessus, quoi.
là-dessus, en fait, ce qui va être vraiment important, c'est d'avoir des hypothèses fortes. Et donc, quand on va définir cette hypothèse, d'avoir aussi une mesure et un objectif clairement identifiés. Parce que la même question, il y a une autre question qui est similaire, mais c'est le fameux, j'avais dit qu'il y avait, je m'attendais à avoir 50% ou je dis n'importe 80% d'utilisateurs, j'en ai 75%. Qu'est-ce que je fais? C'est aussi le genre de question qu'on a. En fait, l'idée, c'est de se donner un objectif vraiment fort et de s'y tenir et finalement de se donner tous les moyens pour se dire, bah voilà, on garde une qualité irréprochable, pas de bug. Et par contre, on se tient à cet objectif au vu de la mesure. C'est-à-dire que si on estime que s'il y a moins de 10%, moins de 20% des utilisateurs qui l'utilisent, on ne peut pas se permettre de la garder parce qu'il y a quand même 80% qui vont se retrouver avec des choses qui vont polluer leur produit, qui ne vont pas leur servir. Donc là, je pense que c'est vraiment les hypothèses de départ qui doivent être fortes et être tenues. Et qui du coup, ces hypothèses doivent aussi servir l'objectif, parce que cette fonctionnalité, même si elle sert à quelques-uns, va nécessiter un certain temps de développement, un coût, un délai, qui fera que d'autres fonctionnalités qui, elles, auraient peut-être plus à 80% ne seront pas prises. Donc après, on n'avait pas de situation où il y avait vraiment des utilisateurs clés, avec une notion de catégorisation des utilisateurs. Sur d'autres projets, ça peut être fait. Puis là, on peut imaginer des hypothèses faites par catégorie d'utilisateurs, en se disant que s'il y en a qui sont très importants, il suffit que 10% de ceux-là soient. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut imaginer dans les hypothèses de départ, parce que ces hypothèses sont un engagement fort sur notre objectif du produit, en fait. Je sais pas si ça répond. Tout à fait. Tout à fait. Alors, cette charge de réflexion, en fait, avec différents outils, on essaie de canaliser, de focaliser les personnes. Enfin, on a fait des ateliers en amont, ainsi de suite. Il y a des outils permettant de se focaliser pour ne pas entrer dans des débats infinis d'hypothèses, de débats d'idées sur les hypothèses à mettre en place, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là aussi, il faut arriver à ne pas perdre trop de temps sur ces phases-là. Et ça, il y a des outils qui permettent d'aider à ça. Parce que c'est pas forcément simple, ces travail d'hypothèse et de. Le périmètre. Alors, là-dessus, il y a deux choses. Premièrement, c'est pas forcément simple. C'est-à-dire qu'en effet, quand on souhaite sur un projet comme ça partir dans cette logique, derrière les aspects budgétaires qui sont éventuellement validés annuellement ou rendre un peu, enfin, ça peut rendre ça compliqué. Alors, on en parlait des budgets éventuellement d'études, de cadrage qui peuvent être importants et qui en fait dans ces méthodologies-là, à l'inverse, moi je dirais qu'on s'attend, on peut avoir plus rapidement un produit concret, puisqu'en fait, dans notre logique, là, on a, avec un budget de cadrage initial, réalisé une première version de l'application. Et donc là, on se retrouve très rapidement en fait avec un produit concret, utilisé réellement ou pas, mais on obtient en fait, si c'est utilisé, une satisfaction d'avoir un produit et non pas juste un cadrage, une expression de besoin et un document sur notre problème d'origine. Donc là, c'est presque mieux. Et deuxième aspect que j'ai oublié, deuxième aspect que je voulais rappeler, donc cet aspect, voilà, on a un produit concret. Et puis voilà, si dans l'exemple où on n'aboutirait pas, là il faut arriver à avoir un changement de mentalité sur ce n'est pas utilisé, par contre on a une connaissance de nos clients qui a une énorme valeur et qu'il faut savoir valoriser en fait. Donc là, pour rien. Enfin, tout à fait. Mais c'est un changement de il faut faire changer les comportements et enfin les comportements,
les logiques enfin, voilà, c'est notre culture et si on voulait généraliser ce genre de logique sur l'intégralité des projets de l'entreprise aujourd'hui, ça nécessiterait ça a des impacts en effet assez importants et sur le management qui est C'était le point qu'on avait à la fin, c'est-à-dire que si de but en blanc dans votre structure vous arrivez en disant je vous propose de faire autrement, on va faire comme ça, il y a probablement que vous allez prendre de plein fouet le coût du changement et des structures en place pour la gestion d'un budget, d'un projet, etc. Et honnêtement, je pense que le meilleur cheval de Troie, c'est de rentrer sur des budgets de cadrage qui sont souvent, enfin en fait on fait des trucs dans un budget de cadrage quoi. Et dans ce genre de budget-là, on est déjà capable de montrer de la valeur, souvent quantifiée quoi. C'est-à-dire que si on ne fait pas, on saura expliquer pourquoi. Et comme vous le disiez, bah, du coup, on aura toujours économisé de l'argent à ne pas faire un projet pour se rendre compte au bout de je ne sais pas combien de milliers d'euros qu'il ne fallait pas le faire, que ça servait à personne. Et dans l'autre cas, où c'est positif, vous allez avoir des choses à montrer. Et ça, c'est pareil, une fois qu'on a des choses à montrer, les plus réfractaires ne se comportent pas de la même manière. Ils disent ah ouais, ok, bah, on va peut-être continuer la démarche que tu nous proposes. Si vous proposez la démarche de but en blanc d'un point de vue théorique, là, vous allez vous confronter à un changement difficile parce que les gens ne seront pas convaincus. Et notre nature et notre culture globale nous amène à être plutôt sceptiques en avance de phase que plutôt convaincus que ça pourrait être une bonne idée. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est de trouver un bon endroit où on peut essayer, montrer de la valeur très rapidement, et après on enquille les étapes d'après. Oui, bonjour. J'ai deux questions en fait. Une première question concernant la gestion de la documentation. Aujourd'hui, nous passons beaucoup de temps à définir les produits parfaits plutôt que de faire à spécifier des produits parfaits avec les effets tunnels, etc., plutôt que des produits minimum viables. En revanche, nos équipes développeurs souvent s'inquiètent finalement de la gestion de la documentation, si on va vite, etc. Donc, quelles sont, selon vous, les meilleures gestions de la documentation? Donc, c'est la première question. Deuxième petite question par la suite, c'est quand on n'est pas éditeur de solutions, mais que nous travaillons avec des éditeurs, avez-vous des retours d'expérience par rapport à votre méthodologie quand nous travaillons principalement avec des éditeurs externes? D'accord. Alors sur la deuxième, je pense que ça va être compliqué. Mais la première question, en fait, Loïc a déjà répondu d'une certaine manière. Globalement, il y a, en fait, dans la dynamique de test fonctionnel, on commence à alors, on va faire des stories, on va travailler dans un modèle agile. Donc là, on n'est pas forcément immédiatement dans le sujet du produit, on est plutôt sur des problématiques de delivery et de développement agile. C'est-à-dire ce qu'on dit là est valable pour du projet en mode agile un peu plus classique. Vous documentez vos stories au fil de l'eau, donc vous n'êtes pas forcément sur la spécification en profondeur, vous êtes plutôt en train de spécifier les fonctionnalités que vous allez faire, la juste documentation pour les réaliser. Et ensuite, il y a un deuxième élément qui est important, c'est quand vous êtes dans une dynamique de test fonctionnel, en fait, vous documentez effectivement ce que vous êtes en train de réaliser. Et ça, c'est assez génial parce que ces tests fonctionnels sont lisibles par les utilisateurs. Donc là, en l'occurrence, on parle de technologie plutôt Microsoft sur un outil qui s'appelle FakeFlow, mais dans d'autres mondes, vous pourrez utiliser des produits type fitness ou du BDD, qui sont des outils qui permettent de formaliser des tests dans un langage le plus naturel possible, qui vont en fait avoir une très forte expressivité métier. Vous allez quasiment être capable de lire une règle métier dans ce test, et ce test aura la vertu d'être automatisable. Donc du coup, vous pourrez accéder à des pages, généralement des pages web, qui ressemblent à un wiki, qui vont documenter votre produit, et en plus cette page va être exécutable, elle va tester que le code fonctionne bien. Alors, on pourra en discuter, c'est quasiment un petit déj à part entière, mais c'est des pratiques agiles qui sont intégrées en fait dans ce genre de développement et qui sont liées à tout ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que la qualité n'est pas négociable. C'est-à-dire que comme vous allez itérer souvent et que vous allez vouloir en plus aller chercher du feedback jusqu'au terrain, il faut que d'un point de vue développement, vous documentiez au mieux ce que vous faites et que vous vous assuriez que tout ça ne régresse pas. Et donc le bon coup à jouer sur la documentation, c'est de faire une documentation qu'on appellera parfois exécutable, c'est-à-dire qu'il va vraiment tester les fonctionnalités, le code qui a été produit, quoi, sur un enjeu lisible. Après, sur comment travailler avec des éditeurs, en fait, j'ai pas de réponse magique parce que faudrait qu'on comprenne un peu votre business plus en détail. Mais clairement, il y a un moment donné, vous allez avoir un manque de levier évident sur les éditeurs avec lesquels vous travaillez. Vous pouvez influencer leur roadmap, mais pas forcément leur démarche jusqu'au bout, quoi. On va prendre la dernière question, et puis après, on sera disponible pour boire un café et échanger si vous voulez. Savoir si dans le cadre de la mise en œuvre que vous avez effectuée ici, vous avez été amené, du fait que vous avez sélectionné des fonctionnalités pendant un mois à la réalisation, là, je notais, à amener vos utilisateurs à utiliser l'ancienne solution pour certaines fonctionnalités qui n'étaient pas encore dans le MVP
fait, le MVP, le principe était de pouvoir saisir à minima les informations d'un brief. Donc en fait, ça devenait, par rapport au remplacement du fichier Excel précédemment utilisé, ça permettait de couvrir ce périmètre-là. Par contre, ils avaient moins de simplicité d'usage. Typiquement, pour venir demander une modification du brief au début, bah, c'était quelque chose en dehors de l'outil, pas non plus dans l'ancien outil. Donc, pour répondre à la question, on a essayé de couvrir le minimum permettant de leur dire je travaille correctement sur l'action principale que j'ai à réaliser via le nouvel outil. Et donc j'arrive à être autonome, à pas avoir les deux outils en parallèle. Alors c'est vrai que selon les périmètres, on n'a pas couvert, enfin, dans notre cas par exemple, on n'a pas couvert l'ancien outil, c'est-à-dire qu'on a continué à leur dire bah, l'ancien extranet que vous aviez à disposition, vous continuez à l'utiliser comme aujourd'hui. Voilà. Après ça, là, je pense que ça est un peu au cas par cas, voir aussi qu'est-ce qui est utilisable et qui ne rend pas le quotidien des utilisateurs trop compliqué, parce qu'en fait si on arrive à ces situations-là, on se retrouve avec une hypothèse qui peut éventuellement pas être complètement validée. C'est-à-dire que voilà, il faut trouver ce bon périmètre permettant de se dire mon hypothèse, je vais la tester de manière pertinente et le résultat me permettra de décider si elle a été bonne ou pas, quoi. Il y a des marges de manœuvre qui vont être différentes en fonction des. Alors déjà, est-ce que vous êtes en train de faire un projet from scratch? Il n'y a rien du tout. Et des technos aussi. Typiquement, quand vous commencez à travailler sur des technos. Alors, quand on est sur des technos plus web, c'est un petit peu plus facile parce que du coup, on peut travailler autrement sur la segmentation de la population testée, utiliser des techniques d'A/B testing. Et donc, du coup, on n'est pas forcément obligé de travailler sur un parallel run avec la nouvelle solution. Là, le cas qu'on présente, il est assez fort parce que d'un côté, on a une techno qui est sur un client Excel, enfin une feuille Excel, donc un peu rébarbatif, et à côté, des premières fonctionnalités sur du web avec un côté plus réactif. Il s'avère que les clients qui étaient en test étaient plutôt contents de ça et préféraient utiliser le nouveau produit alors que l'autre leur était encore disponible s'ils le souhaitaient. Si on est sur d'autres types de techno, on peut faire des choses un petit peu moins chaud-froid, quoi, parce que là, la rupture techno, elle est vraiment violente. Si vous êtes sur du web, peut-être vous pouvez faire de l'A/B test et commencer à tester des comportements sans même forcément faire ressentir les choses de manière aussi dure, en fait. On va s'arrêter là. On est disponible pour échanger avec vous après dans la partie café. N'oubliez pas de remplir vos petits questionnaires et puis sinon le prochain petit déjeuner qu'Octo tiendra sera le 27 novembre et parlera des objets connectés, plus particulièrement tous ces wearables. Que ce soit des Google Glass ou des smartwatches, on en parlera. Merci à vous.